Ouais. C'est le fun de voir que des gens qui s'intéressent à autre chose que les soaps. Ce soir, on va vous donner quelques données on va commencer par vous donner quelques données sur le service des eaux. Par la suite, on va vous faire un portrait de l'eau potable pour finir avec l'eau usée. Mais c'est vraiment une présentation sur ce qui se passe ici à Vaudreuil-Dorion, plus précisément. Tout au cours de la présentation, ne gênez-vous pas si vous avez des questions, là, vous pouvez les poser immédiatement. Là, et à la fin de la présentation également, là, il y aura une période s'il y a des questions que vous avez oubliées ou des choses que vous voulez avoir des précisions ou des commentaires, là, on va faire ça à la fin. Donc, on part avec ça. Le voyage de l'eau du lac au robinet, puis de retour au lac. Le service des eaux de la ville de Vaudreuil-Dorion, écoutez, c'est un budget annuel d'exploitation. On parle ici juste de budget d'exploitation. On ne parle pas de budget d'immobilisation parce qu'il y a quand même plusieurs millions de dollars là, impliqués en immobilisation, mais c'est un budget d'exploitation de 5,2 millions de dollars. C'est une production de 6 350 mètres cubes d'eau potable. En eau potable, on dessert environ 42 500 personnes avec l'ensemble des installations de la ville. Ça inclut ça, les municipalités de Vaudreuil-sur-le-Lac et de l'Île-Cadieux également. On traite environ 7 230 000 mètres cubes d'eau usée. L'eau usée dessert une population environ équivalente, là, soit environ 42 000 personnes là, qui sont desservies par la station d'épuration. C'est principalement les territoires des villes fusionnées là, de Vaudreuil-Dorion, territoire urbain. On s'entend là-dessus. Il y a à Vaudreuil-Dorion une population d'environ 1750 personnes qui ne sont pas alimentées par les équipements de production municipale, c'est-à-dire qui sont alimentés par des puits privés. On a 11 installations qui sont dédiées à la production et à la distribution de l'eau potable. On entend ici tout ce qui est station de pompage, poste de surpression, réservoir, usine de filtration, bien sûr. On a 22 installations qui sont dédiées au pompage puis au traitement des eaux usées. Stations d'épuration principalement et une multitude de stations de pompage, excusez. C'est une équipe de 28 personnes là, qui travaillent actuellement au service des eaux. La qualification des employés, c'est régi par le gouvernement du Québec. C'est Emploi Québec là, qui émet des certificats de qualification professionnelle là, pour pouvoir travailler là, dans le domaine. L'eau potable, contrôle de qualité. Dans l'ensemble de nos installations, on a plus de 100 instruments qui mesurent en continu les différents paramètres là, qui sont nécessaires à la production d'eau potable. On parle entre autres de la température, le pH, les niveaux des différents réservoirs, les débits, la turbidité de l'eau et les concentrations de chlore là, aux différentes étapes de traitement. Annuellement, c'est plus de 3000 analyses de contrôle qui sont effectuées par les opérateurs ici sur place à l'usine de filtration. Et de plus, il y a un contrôle légal qui est effectué par un laboratoire externe. Tous les contrôles qui sont effectués à l'externe sont supervisés là, par le ministère de l'Environnement et également la santé publique a son mot à dire lorsqu'il arrive des avis d'ébullition, comme on a eu dernièrement là, dans le secteur de Vaudreuil. À ce moment-là, la santé publique en est également informée, puis elle a son mot à dire là, avant qu'on puisse lever les avis d'ébullition. On se doit d'obtenir l'autorisation puis du ministère de l'Environnement et de la Santé publique. Donc, c'est plus de 1200 analyses là, qui sont effectuées par un laboratoire externe. La consommation d'eau potable, j'ai les dernières données qui sont compilées, c'est pour l'année 2021. Pour ce qui est de l'ensemble des réseaux de Vaudreuil-Dorion, c'est une consommation journalière minimum là, de 14 250 mètres cubes jour et pour un maximum de 25 100 mètres cubes jour, pour une consommation moyenne de 17 500. Ce qui est important de remarquer ici, c'est la différence là, entre le minimum. Le minimum, c'est une journée,
c'est une journée type d'hiver où il n'y a pas de consommation excessive, alors que le 25 100 mètres cubes, c'est une journée en plein été, là, lors possiblement d'une période de canicule. Ce qui fait que c'est pratiquement du simple au double la consommation en hiver versus la consommation en été. Ça donne une consommation journalière par personne pour la journée minimum de 340 litres. On parle ici de litres d'eau par personne par jour. C'est quand même considérable là, pour un minimum. Alors que pour la journée maximale, on a eu une consommation qui était de 600 litres d'eau par personne par jour. C'est immense. Là. 600 litres, là, juste pour vous donner une idée, là, je ne sais pas, prenons l'exemple d'un spa. Un spa, c'est environ 1200 litres. C'est une moitié de spa qui aurait été consommée pour chaque personne. C'est quand même beaucoup d'eau. Pour une moyenne de 415 litres d'eau par personne. On a remarqué un phénomène quand même important. Ce n'est pas unique à Vaudreuil-Dorion. Ce phénomène-là, c'est pas mal à l'ensemble de la province là, que ça a été constaté. On remarque que de 2012 à 2019, on a des consommations d'environ, je dirais, 370-375 mètres cubes d'eau pas mètres cubes d'eau, mais litres d'eau par personne par jour. Alors qu'avec la pandémie, à partir de 2020, puis ça s'est reproduit également en 2021, on a noté une augmentation là, de plus de 12 d'augmentation directement liée à l'impact de la pandémie COVID, le fait que tous les gens restaient à la maison, il y avait plus de jardins, plus de piscines. Donc, tout ça, il y a un impact direct là, sur la consommation d'eau. Puis ça s'est maintenu là, pour les 2 années de pandémie. On va voir avec peut-être un peu plus le retour à la normale cette année, voir si on va pouvoir enregistrer une baisse, là, quoique plusieurs habitudes qui ont quand même été modifiées. Ça va être à suivre avec l'été qui s'en vient. Une consommation, si on se compare au reste du Canada, au reste du Québec. Le Québec, on est à environ à 527 litres d'eau par personne par jour. 527, c'est pour le Québec. Ça inclut les grandes villes, principalement la ville de Montréal, qui malheureusement vient un peu démolir là, la statistique pour le Québec. Là. Entre autres, la ville de Montréal, mais il y a sûrement d'autres villes là, pour qui c'est important. On enregistre beaucoup de fuites là, dans certaines municipalités, ce qui fait que ça fait augmenter les consommations de façon importante. Vaudreuil-Dorion, on se compare à la moyenne canadienne. Puis là, ici, c'est 415. Ça, c'est avec l'impact de la pandémie. Là. Si on regarde les chiffres d'avant la pandémie, on se situait en bas de la moyenne nationale. La province au Canada qui performe le mieux en consommation, dans le fond, c'est le Manitoba. Par contre, on peut dire peut-être que le Manitoba a peut-être moins d'industrie, moins de consommation autre que la consommation humaine ou résidentielle. Ce qui fait que si on se compare à l'Ontario, qui a une économie peut-être plus semblable à celle du Québec, on voit qu'il y a quand même un effort qui est à faire là, de ce côté-là, un effort important. Là, on est à près de 200 litres d'eau par personne par jour, supérieur aux données de l'Ontario. Une ville et 9 réseaux d'aqueducs. Moi, je suis en poste ici depuis 14 ans. À mon arrivée à Vaudreuil-Dorion, on avait, pour une population d'environ 25 000 personnes, on avait 9 réseaux d'aqueducs, ce qui faisait de la ville de Vaudreuil-Dorion une des villes au Québec, sinon la ville au Québec où il y avait le plus de réseaux d'aqueducs pour une population, somme toute, qui n'était pas si importante, là, alors qu'à l'époque, on parlait de entre 25 et 30 000 de population maximum. Actuellement, on a encore 6 réseaux qui sont en fonction. Il y a le réseau Vaudreuil qui est alimenté en eau de surface là, par les 2 prises d'eau qui sont dans la baie de Vaudreuil. Donc, le réseau Vaudreuil est alimenté par l'usine de filtration. Ensuite, il y a le réseau d'Orion. On va voir un peu plus les différents réseaux tantôt en détail. Il y a le réseau d'Orion qui est alimenté en eau souterraine par 7 puits qui sont localisés là, sur le territoire de la ville de Saint-Lazare. Il y a également le réseau Harwood, qui est une eau souterraine également, qui est alimentée par un puits. Ça, c'est dans le secteur plus d'Hudson.
C'est à l'intersection de la route Harwood et de la montée Aston Vale. On a également le réseau de Domaine en haut, qui est une eau souterraine également, un puits qui est localisé sur la rue du Canary. C'est un petit secteur, environ 35 résidences, là, principalement des maisons mobiles dans ce secteur-là. Il y a ensuite le réseau Haute-Rive-Summerlee, qui lui est alimenté par la municipalité de Pointe-des-Cascades. C'est un petit domaine, là, environ une trentaine de condominiums là, qui sont alimentés là, par Pointe-des-Cascades. Et ensuite, il y a le réseau Murphy qui est alimenté par la ville d'Hudson. La ville d'Hudson qui prend son eau là, à partir de puits. Donc, c'est de l'eau souterraine à cet endroit-là. Il y a certains réseaux qui ont été annexés au cours des dernières années, principalement causés par des contaminations bactériennes des nappes d'eau souterraine. Donc, ou carrément là, des puits qui ont cessé d'être opérationnels. Ça a été le cas à Hudson Acres, Ritchie et Como. Como, par contre, c'est autre chose. Là. Il y a eu une contamination à l'époque. C'est au milieu des années 2000 environ. Là, il y a eu une contamination de la nappe phréatique à cet endroit-là. Donc, les puits qui alimentaient le secteur ont dû être abandonnés, puis on a dû raccorder ces installations-là au réseau de Vaudreuil. Juste prendre 2 secondes pour lire vos questions. On me demande si les chiffres du Canada tiennent compte également de la pandémie. Écoutez, non, c'est des chiffres qui sont de 2019. Donc, les chiffres du Canada ne tiennent pas compte de la pandémie. C'est les données que j'ai trouvées disponibles là, pour l'ensemble étaient de 2019. Donc, c'est avant la pandémie. C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut poser des questions orales? Ben oui, allez-y. Oui, allez-y. Je veux savoir s'il était question de compteur d'eau à un moment donné à la ville, quand vous faites les statistiques justement là, de la consommation. Je sais que dans d'autres municipalités, c'est le cas. Là, je ne sais pas s'il y a des statistiques là-dessus aussi qui disent que quand il y a des compteurs d'eau, il y a moins de consommation. Oui, il y a des. Oups, je m'entends en écho. Oui, il y a certaines statistiques là-dessus qui effectivement démontrent que l'installation de compteurs d'eau a des impacts sur la consommation. Mais encore une fois, si on prend la ville de Montréal ou dans plusieurs quartiers annexés de la ville de Montréal maintenant où il y a des compteurs d'eau, les consommations ne sont pas nécessairement. Les fuites ont un impact énorme également là, sur la consommation. Mais oui, c'est sûr que l'installation de compteurs, de la façon que. Ce n'est pas tout d'installer des compteurs. Après ça, ça dépend de la façon qu'on facture. On a beau installer des compteurs, mais si on laisse une trop grande quantité avant de surfacturer ou d'augmenter la facturation, il y a plein de choses qu'il faut analyser à ce moment-là. Nous, à Vaudreuil-Dorion, pour ce qui est des compteurs d'eau, c'est seulement ce qu'on appelle les ICI, les institutions, les commerces et les industries qui sont munis de compteurs. Actuellement, on a environ, je vous dirais, entre 50 et 60 des ICI qui ont des compteurs. On est en train de faire un blitz pour que d'ici, je vous dirais, d'ici le milieu 2023, là, que l'ensemble des ICI soient munis de compteurs. Donc, ça, c'est la première étape. Là, en tout cas, pour nous, c'est d'installer des compteurs dans toutes les industries, les commerces et les institutions. Pour ce qui est du réseau de Vaudreuil, le réseau de Vaudreuil dessert principalement le territoire de l'ancienne ville de Vaudreuil. En 2022, c'était 35 000 résidents de Vaudreuil-Dorion qui sont alimentés par l'usine de filtration. Puis à ça, on ajoute les territoires de Vaudreuil-sur-le-Lac et de l'île Cadieux, ce qui fait que l'usine de filtration dessert actuellement environ 36 500 personnes. Ça représente 172 km de conduite, environ 1500 vannes et un peu plus de 1000 bornes d'incendie. L'usine de filtration, qui est en place depuis 1964, assure le traitement de l'eau potable. Au fil des ans, l'usine a subi plusieurs agrandissements et modifications techniques importantes. Ce qui est important ici de retenir, c'est qu'une réduction de la consommation aura un impact important sur la capacité actuelle de l'usine de filtration.
Une consommation responsable là, devrait nous permettre d'augmenter la population qui pourrait être desservie par l'usine de filtration sans devoir investir des sommes importantes. De plus, ben, les prochains développements, ben, c'est beaucoup de la densification, ce qui fait que la densification est moins coûteuse, si on veut, pour chaque personne. Là, chaque personne consomme moins d'eau en étant dans des édifices ou des condos versus des maisons unifamiliales. Donc, la consommation dans ces endroits-là est beaucoup moins élevée là, que si on y va avec du développement purement résidentiel là, dans lesquels on parle de maisons unifamiliales. En 2012, lorsqu'on a fait la conception de la dernière agrandissement, les chiffres qui avaient été utilisés là, pour prévoir l'agrandissement, on parlait d'une population qui serait desservie par l'usine de 40 000 personnes à une consommation de 680 litres par personne par jour. Donc, pour un débit moyen de 26 667 m3 jour et un débit maximum de 40 000 m3 jour. Ce qui fait que en théorie, on est actuellement à 36 500 personnes et en théorie, l'usine de filtration, selon les critères de conception, ce qui reste, somme toute, théorique, là, serait un maximum de 40 000 personnes. Mais on est confiant que l'usine devrait atteindre une population de 50 000 personnes sans qu'il y ait d'autres agrandissements, là, simplement en jouant un peu avec les consommations. C'est-à-dire qu'on est à 680 litres par personne par jour là, lors de la consommation et ce n'est pas ça qu'on a actuellement. Puis avec les développements futurs, bien, ce chiffre-là de consommation unitaire devrait diminuer. Ici, c'est les installations qui sont utilisées là, pour le réseau Vaudreuil. C'est le réservoir Como. C'est là qu'il y avait anciennement un puits qui a été contaminé par de l'enfouissement de produits chimiques. Donc, on voit à l'intérieur du poste. C'est rien de très spectaculaire. C'est des conduites et des pompes qui assurent la distribution de l'eau dans le secteur. Ensuite, on a le réservoir Hudson, lui, c'est un autre secteur qui a été alimenté par un puits qui a dû être abandonné également, étant donné que le puits on a eu une présence de contamination bactérienne à cet endroit-là. C'est qu'on a dû alimenter le réservoir du secteur avec le réseau Vaudreuil. Et on a également là, des photos là, des pompes de distribution qui assurent la distribution de l'eau dans le secteur. Poste de surpression Cadieux. Poste de surpression Cadieux qui est bon, le mot le dit, hein, c'est que pour amener l'eau plus loin, entre autres au poste Como et au poste Hudson Acres, bien, on se doit de monter la pression pour s'assurer qu'on est en mesure de l'alimenter, les installations qui sont plus loin sur le territoire. Donc, ça prend l'eau et ça fait simplement augmenter la pression pour s'assurer qu'on puisse aller desservir les gens qui sont situés plus loin là, sur le territoire. Je reviens à mes questions. Question de Edmond Leboeuf. Quel pourcentage de la consommation personne est attribuable à l'industrie et en finale qui devrait économiser la consommation, les résidences ou les différentes usines? En fait, l'économie devrait se faire par l'ensemble. C'est pas juste. C'est environ 30 de la consommation qui est industrielle ici à Vaudreuil-Dorion. Donc, mais selon moi, l'effort est à faire par tous. L'usine de filtration. De 1964 à 1980, l'usine de filtration de Vaudreuil-Dorion était la propriété du ministère de l'Éducation. Les installations ici étaient utilisées pour former les opérateurs là, pour l'ensemble des installations de traitement de l'eau potable au Québec. C'était un peu la lancée des usines de traitement de l'eau un peu partout là, au Québec et ailleurs dans le monde, entre autres. Encore aujourd'hui, au Québec, l'ensemble des techniciens et opérateurs en traitement de l'eau sont formés à Vaudreuil-Dorion, soit au centre de formation Paul Gérin-Lajoie, soit au laboratoire du Cégep Saint-Laurent qui est présent ici là, à l'usine de filtration.
On a ici un schéma qui nous décrit le parcours du parcours de l'eau à l'usine de filtration. On peut y aller rapidement, point par point. Si on regarde le point 1, c'est les prises d'eau brute. C'est ce qui amène l'eau de la rivière à l'usine de filtration. On a 2 prises d'eau brute qui sont localisées dans la baie de Vaudreuil. En été, on peut les voir facilement. Là, si on passe sur la route Saint-Charles, il y a 2 bouées jaunes qui sont à environ 1 km là, en plein centre de la baie. Donc, sont collées les unes sur les autres. Là. Il y a peut-être une centaine de pieds entre les deux maximum. Donc, on a 2 conduites qui amènent l'eau à l'usine de filtration. À l'usine de filtration, on a un dégrillage qui retient, entre autres, les poissons qui auraient pu se rendre jusqu'à l'usine, l'algue. Donc, c'est des grilles fixes qu'on retire 2 fois par année, qu'on nettoie de façon manuelle. Et avec toute la distance qu'il y a entre la prise d'eau et l'usine de filtration, on ne retrouve pas beaucoup de débris. Là. Donc, la vitesse dans les conduites n'est pas très élevée, puis il n'y a pas beaucoup de débris qui sont entraînés jusqu'à l'usine. Ensuite, on passe au point 3, qui est la préozonation. On a un système de préozonation, principalement pour l'enlèvement d'égouts et odeurs. Plus présent, c'est sûr, en période d'été, lorsque la température de l'eau est plus élevée. Ensuite, après la préozonation, on va à la décantation. On a 3 décanteurs qui sont des décanteurs de type Actiflo. Ce qu'il y a de particulier dans les décanteurs Actiflo, c'est qu'on ajoute du sable dans l'eau. Ce qui fait que quand les particules qui sont en suspension dans l'eau s'agglomèrent au grain de sable, bien, la décantation est plus rapide. On appelle ça une décantation lestée. Fait que, les particules présentes dans l'eau et le grain de sable avec les différents produits chimiques qu'on ajoute à l'eau forment un floc qui, lui, c'est un floc lesté, donc il décante beaucoup plus rapidement, ce qui permet d'avoir des installations de capacité plus grande dans des espaces plus restreints. Ensuite, après les décanteurs retiennent, là, c'est une autre information qui peut être intéressante, les décanteurs retiennent environ 98 de la matière en suspension qui est présente dans l'eau. Ensuite, on va sur les filtres. On a ici une dizaine de filtres qui nous donnent une capacité de filtration d'au-delà de 50 000 m3 jour. Il faut toujours considérer que dans les usines comme ça de traitement de l'eau, il y a un élément qui est très important, c'est la redondance. Il faut être en mesure, on a 3 décanteurs, mais jamais les 3 décanteurs ne pourraient fonctionner en même temps. On n'a pas la capacité nécessaire pour alimenter les 3 décanteurs. Mais on a un décanteur qui est là en redondance, qui est là, dans le fond, juste en prévision que si un des 3 décanteurs fait défaut ou on se doit de faire des réparations, bien, qu'on ait toujours 2 décanteurs de disponibles. C'est la même chose pour les filtres. On a une dizaine de filtres, mais on répartit le débit équitablement entre les filtres, mais on pourrait arrêter 1 ou 2 filtres là, sans mettre à risque là, la capacité de production de l'usine. La filtration, c'est comme un fil de piscine. Hein? L'eau passe à travers un média. Ici, c'est un mélange de sable et d'anthracite. Une fois que le filtre est colmaté et que l'eau a de la difficulté à passer au travers, à ce moment-là, on fait des backwash. C'est des lavages à contre-courant. C'est de la même façon qu'on lave un fil de piscine. J'ai une question sur les nappes phréatiques de Vaudreuil et Rigaud pour confirmer si les réserves sont suffisantes et disponibles pour le futur. Je vais vous en parler un peu plus tard. Là. On va arriver sur le réseau d'Orion et puis je vous en parlerai. Je répondrai à cette question-là à ce moment-là. Excusez. Ensuite, après les filtres, on tombe à la désinfection. On a ici, on met de l'ozonation, encore une fois, en poste, ce qu'on appelle en poste, mais c'est après la filtration, on met de l'ozonation pour désinfecter l'eau et on ajoute du chlore. On se doit absolument d'ajouter du chlore pour s'assurer qu'il y a un résiduel de chlore, dans le fond, jusqu'au robinet, le robinet qui est le plus loin, dans le fond, en bout de réseau, là, pour assurer une protection là, tout au long de la distribution de l'eau. Par la suite, on fait un ajustement du pH avant de distribuer l'eau jusqu'aux maisons avec des pompes de haute pression.
quelques photos là, de l'usine de filtration et des équipements qui sont présents à l'usine. Ici, on a la salle des décanteurs. Donc, c'est l'étape, une des étapes importantes là, du traitement de l'eau, c'est la décantation de l'eau. Ici, on a une photo de la qualité de l'eau qui est décantée. C'est à la sortie des décanteurs. Cette eau-là est acheminée directement sur les filtres. Ici, on a la salle des filtres. C'est nos 4 filtres principaux là, qui ont été installés lors de la dernière agrandissement. C'est la mécanique des filtres. Tantôt, on parlait de backwash puis d'alimentation vers la réserve. C'est dans ces couloirs-là que ça se passe. On voit ici également là, certains équipements de mesure de contrôle là, que je vous parlais tantôt là, quand je disais qu'on avait une centaine d'équipements dans nos installations. Ici, ça en est, c'est des turbidimètres, ça lie la turbidité de l'eau. Salle de dosage des produits chimiques, on consomme quand même énormément de produits chimiques là, pour produire de l'eau. On ajoute principalement du coagulant dans l'eau et du polymère. Donc, coagulant qui s'assure de faire un floc. Un floc, on peut comparer ça à un flocon de neige un peu. C'est toute la matière qui est en suspension dans l'eau qui s'agglomère et pour pouvoir décanter là, plus facilement. Ici, c'est les pompes de distribution. On a 4 pompes de distribution qui alimentent le réseau de Vaudreuil. C'est 3 pompes de 400 HP et on a une pompe de 250 HP là, qui fonctionne principalement la nuit parce que la demande est moins grande. Un laboratoire, on a quand même un très beau laboratoire ici à l'usine de filtration. C'est ici que les opérateurs font l'ensemble des tests et suivis. Autant des analyses physico-chimiques que des analyses bactériologiques. Là. On fait l'ensemble des tests ici à l'usine, en plus de ce qu'on envoie dans les laboratoires accrédités. Robinet d'échantillonnage. À chaque étape de traitement, il y a une pompe qui achemine de l'eau jusqu'au laboratoire pour qu'on soit en mesure de suivre à chaque étape de procédé, qu'on puisse faire nos analyses de contrôle pour valider. La première chose, c'est de valider que les instruments qu'on a en place, qui, eux, prennent des lectures en continu, sont bien calibrés et nous donnent les bons résultats. Salle de contrôle, en 2022, c'est des ordinateurs hein, partout. Donc, tout est contrôlé et supervisé par ordinateur, autant les 2 usines, l'usine de filtration, la station d'épuration, que l'ensemble des stations de pompage ou des postes de surpression. Toutes les données sont acheminées à l'usine de filtration. Ensuite, on passe au réseau d'Orion. C'est le 2e réseau en importance là, pour la ville de Vaudreuil-Dorion. Le réseau d'Orion dessert principalement le territoire de l'ancienne ville de Dorion. En 2022, c'est 5 650 résidents de Vaudreuil-Dorion qui sont alimentés par ce réseau. Donc, on parle de 47 km de conduite, un peu plus de 300 vannes et près de 200 bornes d'incendie. C'est une histoire, l'histoire du réseau d'Orion ou de sa source d'approvisionnement. En fait, en 1904, c'est l'ancienne ville de Dorion qui faisait l'acquisition de certains terrains à Saint-Lazare qui furent appelés à l'époque bassin Saint-Lazare. Et on installait une conduite d'amener d'eau pour alimenter le territoire de Dorion. À cette époque-là, l'eau provenait de sources naturelles. Il y a des sources carrément là, sur les terrains qui nous appartiennent aujourd'hui. Depuis cette époque-là, il y a carrément des sources qui jaillissent du sol. Donc, c'était de l'eau de surface qui était recueillie par des conduites perforées avant d'être pompée vers la ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, à partir des années 50, par contre, les sources d'eau de surface ont été graduellement abandonnées pour être remplacées par des puits d'eau souterraine parce que les sources d'eau de surface, à ce moment-là, commençaient à être considérées comme étant moins sécuritaires là, par les autorités gouvernementales. Par contre, il y a eu des sources d'eau de surface qui ont été actives jusqu'en 1970 environ.
Je n'ai pas été capable de trouver la date précise de l'abandon de la dernière source, là, mais c'est environ vers 1970 que la dernière source a été abandonnée. Aujourd'hui, après l'abandon du puits Robillard et du puits Petite-Rivière, il reste 7 puits en opération. 6 puits qui sont localisés sur les terrains que je vous parlais plus tôt, le bassin Saint-Lazare. Et il y a également le puits Ménard qui est localisé, mais quand même à proximité, même pas 1 kilomètre des installations de bassin Saint-Lazare. Donc, toute l'eau qui alimente le secteur d'Orion provient de puits qui sont localisés à Saint-Lazare. L'eau des puits a subi simplement, ce n'est pas un grand traitement, hein, c'est une simple chloration avant la distribution vers le réseau d'aqueduc. Puis, on a la tour d'eau qui assure une réserve pour les périodes de forte consommation ou de variation. Là, normalement, la tour va se remplir la nuit et le jour, elle va se vider. Là. Donc, la variation de niveau de la tour est beaucoup en fonction là, de la période de la journée et de la consommation, en fait. Ici, on a les installations de bassin Saint-Lazare. C'est là qu'on retrouve là, les équipements qui sont utiles à la distribution de l'eau. On a à gauche, on a l'entrée des puits. On en voit ici, on ne les voit pas tous, là, mais on en voit 4. Il y en a un qui est abandonné. Actuellement, on a 3 puits abandonnés sur 6 aux installations de Saint-Lazare. Mais c'est quand même suffisant pour répondre à la demande. Ensuite, on a un petit laboratoire. On fait également des petits tests et des petits suivis également sur place. Là. Encore une fois, principalement pour s'assurer que les équipements qui prennent des lectures en continu sont bien calibrés et nous donnent les bonnes lectures. À droite, ce qu'on a, c'est les chlorinateurs. C'est ce qui est utilisé pour doser le chlore là, dans l'eau avant la distribution. C'est du chlore gazeux qu'on trouve à cet endroit-là. Donc, c'est des bouteilles de chlore, un peu comme des bouteilles de soudure. Là. Tout le monde a déjà vu des bouteilles de soudure. C'est des bouteilles de 68 litres 68 kilos, excusez, qui nous donnent le chlore nécessaire au traitement. Ça, c'est le puits Ménard. C'est l'autre puits qu'on a qui est localisé à proximité. Et finalement, on a la tour d'eau. La très belle tour d'eau, en fait, qui est à Dorion, là, qui sert de réservoir tampon pour le secteur. On a également sur le réseau d'Orion un poste de surpression qui est le poste relais du routier. Donc, un peu comme on a vu tantôt pour le poste Cadieux, c'est simplement un poste qui relève la pression de l'eau pour s'assurer que les gens qui sont situés sur le plateau, on a un plateau qui est situé où il y a je pense qu'il y a un Tim Hortons, puis une couple de commerces là, qui sont en haut de la rue Henry Ford, là, ce que nous, on appelle le relais du routier. La pression est assurée par ce poste de surpression-là. Ensuite, on passe au réseau Harwood. Le réseau Harwood, il dessert 89 résidences, environ 225 personnes, soit 4,7 km de conduite, 42 vannes. Puis, ce secteur-là, malheureusement, n'est pas couvert par un réseau de bornes d'incendie. C'est au début des années 70 qu'un puits qui a été foré pour alimenter les résidences du secteur. À l'époque, c'était un développeur qui avait fait et creusé le puits pour desservir là, les résidences ou le secteur dans lequel il voulait vendre des terrains et pour lequel il voulait développer. C'est une eau qui est chargée en métaux, beaucoup de fer, beaucoup de manganèse. Donc, on a un système de filtration qui assure l'enlèvement du fer et du manganèse. C'est une filtration, ce qu'on appelle une filtration au sable vert. Par contre, pour réussir à enlever les métaux, parce que les métaux sont solubles dans l'eau, on doit les faire précipiter. Pour les faire précipiter, ce qu'on utilise, c'est un dosage de chlore. Donc, on dose du chlore pour faire précipiter les métaux. Ensuite, l'eau passe à travers un filtre pour qu'on puisse être en mesure d'enlever le fer et le manganèse. Puis cette eau-là est emmagasinée dans un réservoir là, avant d'être distribuée là, par des pompes de distribution. C'est le puits Harwood qui est situé là, dans le secteur. C'est dans le secteur d'Hudson, en fait, mais c'est un secteur qui appartient à la ville de Vaudreuil-Dorion. On voit ici l'intérieur des installations. Ce qu'on voit en vert, c'est justement les filtres au sable vert là, qui sont utilisés pour l'enlèvement du fer et du manganèse.
Ensuite, c'est le dernier réseau là, pour lequel on a de l'information. C'est le réseau de Menahaut. C'est un petit réseau, tout petit réseau, 34 résidences. Ça dessert environ 85 personnes. On parle d'un réseau de 600 mètres de conduite, donc c'est tout petit. Ce secteur-là est alimenté par un puits, puis la distribution est assurée par une simple pompe. Puis il y a du dosage de chlore à cet endroit-là également pour assurer la désinfection, malgré le fait qu'on a deux problèmes importants, là. Il y a une présence potentielle de contamination bactérienne qui a été détectée là, déjà plusieurs années, je vous dirais pratiquement une dizaine d'années. Donc, les gens du secteur sont en d'ébullition depuis ce temps-là dans le secteur de Menahaut. Puis, il y a un dépassement en plus des normes de fluor. Le fluor se retrouve de façon naturelle dans l'eau souterraine, mais au-delà des normes, pas de beaucoup, mais au-delà des normes prescrites là, par le ministère de l'Environnement et de la Santé publique. Donc, le secteur est en avis d'ébullition depuis une dizaine d'années. Par contre, il y a un projet qui est en cours qui devrait être réalisé, je crois, cet été ou au plus tard là, à l'automne. Donc, c'est l'abandon du puits puis le raccordement du secteur au réseau Vaudreuil là, qui va permettre d'assurer une alimentation en eau de bonne qualité pour les gens du secteur. C'est un problème que ces gens-là vivent depuis, je dis 10 ans, mais je pense que ça fait même peut-être plus longtemps que ça. Par période, là, ils ont été en avis d'ébullition pendant un certain temps. On est en mesure de lever l'avis pendant quelques années avant de finalement les remettre en avis d'ébullition. Mais heureusement, c'est quelque chose qui va être corrigé là, d'ici la prochaine année. On voit la grosse installation de domaine en haut. C'est plus ou moins un cabanon là, dans lequel il y a le puits, une pompe de distribution et un petit système de chloration. Excusez, je vais retourner au chat avant de passer à l'eau usée. Est-ce qu'il y a présence humaine dans chacun des puits où tout est relié par ordinateur? En fait, on a des systèmes de communication pour chaque installation qui envoie, s'il y a des alarmes, bien, on est avisé à l'usine. Et minimalement, toutes les installations de production d'eau potable sont visitées minimalement une fois par jour. Donc, on s'assure, mais il n'y a pas une présence humaine en continu, là. Puis, ce n'est pas requis. Avec les systèmes de contrôle qu'on a à distance, ce n'est pas requis. Maintenant, on va passer à la présentation concernant l'eau usée. À Vaudreuil-Dorion, le secteur urbanisé est desservi par des réseaux d'égouts sanitaires, pluviales, combinés ou pseudo-combinés. Un réseau d'égouts sanitaires, bon, ça le dit, c'est carrément seulement l'eau des toilettes. Ou l'eau des toilettes, les robinets, les douches, tout ça, l'eau des maisons, dans le fond, seulement qui est acheminée au réseau d'égouts sanitaires. Le réseau d'égouts pluvial, c'est un réseau indépendant qui recueille l'eau de pluie. Donc, la plupart des endroits, à moins qu'on soit en milieu non urbain, lorsqu'il y a un réseau sanitaire, il y a également un réseau pluvial qui assure la gestion des eaux de pluie. Le réseau combiné, c'est un réseau sanitaire et un réseau pluvial qui sont combinés, le mot le dit. Là. Donc, on a seulement à ce moment-là une seule conduite pour gérer les eaux sanitaires et les eaux de pluie. Et à Vaudreuil-Dorion, on a quand même beaucoup de réseaux pseudo-combinés. C'est-à-dire qu'il y a un réseau sanitaire dans lequel l'eau de drainage, l'eau des sommes-pompes de maison est acheminée. Donc, les sommes-pompes de maison sont acheminées au sanitaire. Et parallèlement à ça, il y a un réseau pluvial. Donc, on appelle ça un pseudo-combiné. Donc, ce n'est pas un combiné total, dans le sens qu'il y a un réseau pluvial qui recueille quand même l'eau de ruissellement des rues et partiellement des terrains, parce qu'il y a toujours une partie de l'eau de pluie qui est sur les terrains qui s'en vont aux sommes-pompes des maisons. Donc, on a quand même une bonne quantité de conduites là, en pseudo-combiné à Vaudreuil-Dorion, principalement dans l'ancien secteur de la ville, dans le secteur de l'ancienne ville de Vaudreuil. Le secteur de Menahaut est également, c'est le petit cabanon qu'on a vu tantôt, là, qui a un puits. Ce secteur-là est également desservi par un réseau d'égouts sanitaires.
La station d'épuration traite les eaux usées du secteur urbain et les eaux usées du secteur de Maine-en-Haut sont acheminées vers un champ d'épuration qui est situé dans le secteur. On pose une question. Est-ce que toutes les installations sont alimentées par l'électricité d'hydro ou indépendante? Toutes nos installations sont alimentées par Hydro-Québec et on a quand même beaucoup d'installations qui sont munies de génératrices pour répondre là, aux pannes de courant, là, pour ne pas qu'on soit dépendant d'Hydro-Québec et qu'on soit en mesure de garder les équipements en fonction lors des pannes de courant. C'est rendu la norme maintenant. Dès qu'on a une nouvelle installation, on installe des génératrices. Le réseau d'égouts, c'est 180 km de conduite pluviale, 131 km de conduite sanitaire, 10 km de conduite combinée et 41 km de conduite pseudo-combinée. Les conduites combinées qu'on retrouve, c'est principalement dans les vieux secteurs, là, vieux secteurs de Dorion et les vieux secteurs de Vaudreuil également. On a une vingtaine de stations de pompage qui assurent la sécurité des différents réseaux. Pour assurer le bon fonctionnement des réseaux, les stations de pompage sont inspectées minimalement 3 fois par semaine. Puis encore une fois, les stations sont tous reliées à un système de contrôle. Donc, quand il y a quelque chose qui cloche dans une station, on en est informé assez rapidement. Ici, je vous donne un peu, ça semble lourd, là, mais c'est juste pour vous expliquer un peu le fonctionnement d'un réseau d'égout. Ici, c'est le schéma d'écoulement sanitaire. Donc, en vert, c'est tous les bassins. La ville de Vaudreuil-Dorion est séparée en bassins versants, dans le fond. Donc, on a 17 bassins versants qui recueillent toute l'eau des différentes résidences ou commerces qui sont localisés sur ce bassin-là. Donc, un bassin, c'est un territoire donné. Toutes ces eaux-là sont acheminées vers des postes de pompage. Puis là, il y a toujours un jeu de postes. Si on regarde le bassin 2, c'est le secteur Wildwood de Castel-du-Lac. Ce secteur-là s'en va dans un poste de pompage, qui est le poste de pompage Wildwood, qui, lui, s'en va vers le poste de pompage Roche. Puis ensuite, du poste de pompage Roche, ça s'en va à l'usine d'épuration. Donc, c'est comme ça pour l'ensemble des bassins. En rouge, ce qu'on retrouve, c'est des trop-pleins. Lors des périodes de fortes pluies ou de fonte des neiges, comme on a vécu en fin de semaine dernière, l'usine d'épuration, la station d'épuration n'est pas en mesure de traiter toute l'eau. La quantité d'eau est beaucoup trop importante. Donc, il faudrait minimalement doubler la station d'épuration si on voudrait traiter toute l'eau qui est générée à ce moment-là par les pluies ou la fonte des neiges. Ce qui fait qu'à différents endroits sur le réseau, on retrouve des trop-pleins qui envoie l'eau, qui est une eau quand même, somme toute, assez diluée, qui envoie l'eau directement à la rivière sans que ça passe par la station d'épuration. Et finalement, après la station d'épuration, on retrouve l'émissaire. L'émissaire, c'est la sortie de la station d'épuration. C'est l'eau traitée par la station d'épuration qui est retournée à la rivière des Outaouais. Notre émissaire est situé à proximité là, du pont de Dorion. En fait, en arrière du Cora déjeuner, c'est là que l'émissaire de la station d'épuration se rejette. Ma toilette n'est pas une poubelle. Ça, c'est un message qui m'achale, moi et plusieurs de mes collègues. On retrouve dans nos pompes de réseau, là, on a deux belles exemples ici. Là. Puis on voit toutes sortes de choses, des lingettes principalement, des couches, des guenilles. Puis là, depuis la pandémie, ce qu'on retrouve également, c'est on le voit un peu ici là, dans la photo de gauche, là, on retrouve même des masques de procédure. C'est juste pour vous dire qu'il y a plein de gens qui ne sont pas aucunement sensibilisés à l'environnement, puis qui utilisent carrément les toilettes comme étant des poubelles. C'est un peu dommage, puis ça a des impacts importants là, pour nous, comme pour tous les citoyens. Là. Il y a des frais importants reliés à ça. On se doit de défaire des pompes. Comme on voit à droite, là, cette pompe-là, là, elle ne pompait plus. Là. Donc, puis c'est pas qu'elle était abîmée, c'est une pompe pratiquement neuve,
mais à cause que tellement qu'il y avait de guenilles puis de lingettes, beaucoup de lingettes. Les lingettes humides, c'est un problème qui est très répandu. D'ailleurs, il y a une poursuite aux États-Unis, il y a une ville qui poursuit les producteurs de lingettes et les différents magasins de son territoire, les Walmart et on pourrait tous les nommer, là, tous les magasins qui vendent des lingettes sont poursuivis par la municipalité. Donc, c'est quelque chose qui va être à suivre. Peut-être que ça va créer un précédent et qu'il va y avoir des changements de comportement ou de suite à cette poursuite-là, mais c'est une poursuite qui a été déposée récemment aux États-Unis. Ici, c'est à l'entrée de la station d'épuration. On voit encore une fois là, tout ce qui peut flotter à la surface. Là, il y a beaucoup de gras là-dedans, mais il y a beaucoup de solides aussi. Là, des sacs, c'est effrayant tout ce qu'on retrouve là, au réseau d'égouts. Il y a vraiment une négligence, puis plusieurs gens qui ne sont pas conscients. Je ne pense pas que ça soit fait de façon volontaire. C'est plus fait de façon peut-être inconsciente ou négligente plutôt. Les stations de pompage, j'ai mis quelques photos de stations de pompage. On a la station Bourget, la station Roche, qui est située à l'entrée de la ville, là, près du Ultramar, là, dans le coin du Costco. Mais encore une fois, la plupart des installations sont souterraines, donc à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui est intéressant. La station Wildwood, station du Rocher, qui est une nouvelle station qui vient d'être construite. Sur Cité des Jeunes, là, il y a eu plusieurs travaux pendant l'été passé, durant la dernière année. C'était principalement pour cette nouvelle station de pompage-là qui dessert tout le secteur de la gare et une partie du secteur centre de Vaudreuil-Dorion. Station Ouimet qui est en fait le trop-plein, si on reviendrait à qui est en fait le trop-plein de la station d'épuration. Si lors des périodes de forte pluie ou fonte des neiges, la station d'épuration n'est pas en mesure de fournir, cette station-là assure une sécurité pour s'assurer que le réseau ne vienne pas en charge. Ensuite, ici, on a la station Henry Ford. On a deux tunnels. Il y a le tunnel Henry Ford, puis il y a le tunnel tout près du Cora Déjeuner, là, dans le secteur d'Orion. Les tunnels, c'est la même chose. Là. Quand il y a un tunnel, l'eau s'accumule dans le fond des tunnels. Ça prend une station de pompage à ce moment-là pour s'assurer que l'eau ne reste pas dans le fond du tunnel et que l'eau soit acheminée à la rivière. Station d'Aléa, une grosse station de pompage quand même importante pour le secteur de Vaudreuil-Dorion, pour la ville de Vaudreuil-Dorion. Dans la plupart des stations, comme je vous disais tantôt, on retrouve des génératrices. Maintenant, toutes nos nouvelles installations sont munies de génératrices. Dans ce cas-là, c'est quand même assez important, imposant. Donc, on a deux gros groupes électrogènes là, qui assurent le bon fonctionnement de la station advenant une panne électrique. Ici, à droite, on a le panneau de contrôle qui est l'automate qui s'assure que tout ça fonctionne bien, puis qui en même temps transmet l'information à l'usine de filtration là, pour qu'il y ait une surveillance 24/24 qui soit faite sur les installations. Donne-moi une seconde, je vais juste aller au chat. Quel sera l'impact du futur hôpital sur le réseau? Oui, très bonne question. L'hôpital n'a pas un débit maximal d'environ 600 mètres cubes jour. Donc, ça va avoir un impact, mais la capacité du réseau va être en mesure de le prendre. La station du Rocher qu'on voit ici, qui a été construite l'année dernière, en fait, a été construite, pas principalement, mais entre autres pour répondre à la nouvelle demande là, de l'hôpital. Donc, ça ne sera pas problématique là, de traiter ou de recevoir les eaux en provenance de l'hôpital. Finalement, la station d'épuration. Comme l'usine de filtration, la station d'épuration initiale a été construite au début des années 60 par le ministère de l'Éducation du Québec, avant d'être cédée à la ville là, en 1980. Le dernier projet d'agrandissement et de mise à niveau de la station d'épuration a été réalisé en grande partie de 2014 à 2020. Mais c'est
excusez, c'est toujours pas finalisé. Avant de finaliser le projet, on se devait de mettre en fonction, mettre en route les installations. Là, ce qui reste à faire pour finaliser le projet, c'est la couverture de certains bassins. Je vais vous en parler tantôt, c'est les bassins RBS. C'est une partie de l'usine existante là, qui doit être couverte. Puis, on se doit de raccorder ces bassins-là au système de traitement d'odeur pour régler là, une fois pour toute la problématique des odeurs là, dans le secteur, principalement le secteur d'Orion. Mais je demeure convaincu qu'on va y arriver. D'ailleurs, j'habite à proximité dans le panache des vents qui viennent de la station d'épuration. Donc, je suis personnellement très concerné par cette problématique-là, puis je suis convaincu qu'on va y arriver là, d'ici la prochaine année. La station d'épuration, c'est environ 6 000 tonnes métriques de boue qui sont générées annuellement. Les boues qui sont produites par la station d'épuration sont valorisées. C'est donc dire qu'ils sont utilisés comme engrais sur les terres agricoles là, dans la région ici et également dans la région de Mirabel. Je reviens au chat, excusez. Est-il nécessaire de faire les analyses pour déceler les virus associés à la COVID ou est-ce que les traitements actuels suffisent? Il y a des suivis qui sont faits dans différentes municipalités, plus les grosses municipalités au Québec. Ici, on n'a pas de suivi sur la COVID. Les virus sont partiellement détruits par la désinfection, mais pas nécessairement tout le temps, là. Donc, l'usine ne traite pas nécessairement les virus. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Excusez, je reviens à la présentation. C'est un budget de 524 000 qui est alloué uniquement pour la gestion et le transport des boues. La station d'épuration, c'est plus de 8 000 analyses de contrôle qui sont effectuées par les opérateurs de la station d'épuration, puis environ 1 600 analyses qui sont effectuées annuellement par un laboratoire accrédité. Comme pour l'usine de filtration, le ministère de l'Environnement assure un suivi constant des analyses de contrôle et des rapports mensuels qui sont produits par les responsables des opérations. Donc, on est toujours supervisé, autant en eau potable qu'en eau usée, par les instances gouvernementales qui sont en place. La station d'épuration de Vaudreuil-Dorion, ici, on a un tableau qui vous donne les exigences de rejet, c'est-à-dire les normes qu'on se doit de respecter. La DBO5, c'est la demande biologique en oxygène sur une période de 5 jours. C'est une analyse ou un paramètre qui est étudié, qui est suivi, pour lequel on est régi. Notre exigence de rejet, c'est 20 mg par litre de DBO5, alors qu'en 2021, on a eu une moyenne annuelle de 8,8. Les MES, c'est les matières en suspension. C'est tous les matières solides qu'on retrouve dans l'eau. On a une exigence de rejet de 20. On a obtenu une moyenne annuelle de 16,9 en 2021. Et finalement, le phosphore total, on a une exigence de rejet de 0,6. On a eu un rendement de 0,33 en 2021. Puis, les coliformes fécaux. Les coliformes fécaux, c'est réglementé, mais pas toute l'année durant. C'est réglementé de mai à septembre, période à laquelle les cours d'eau sont utilisés pour la récréation. Donc, les normes sont plus sévères là, de ce côté-là. Donc, on a des exigences de rejet de 500, puis on a performé pour 196 coliformes fécaux par 100 ml. Ce ne sera pas long, je vais retourner au chat. Usine de type biologique. Oui, j'y arrive. Station d'épuration, c'est les rendements, les taux d'enlèvement en 2021. La DBO5, on a enlevé 91,2 % de la DBO5. Si on revient aux exigences de rejet, on avait des taux à respecter minimalement de 60 %, mais on a performé au-delà de 60 % en retirant 91,2 %. Même chose pour les MES, notre taux d'enlèvement minimal devait d'être de 60 %. On a performé à l'ordre de 91,6 %.
Phosphore, même chose, 91,4. Et les coliformes fécaux, 98 des coliformes fécaux présents dans l'eau sont détruits par les ultraviolets qui sont présents à la station d'épuration. Traitement biologique. La station d'épuration à Vaudreuil-Dorion, c'est de type biologique. C'est important parce que ça fait qu'on a un traitement qui performe bien, on l'a vu tantôt, mais le traitement des eaux usées étant effectué par une biomasse, c'est-à-dire par des bactéries qui sont présentes dans l'eau, c'est un traitement qui est plus fragile aux différents rejets industriels. Donc, il faut s'assurer de protéger nos petites bébites, notre biomasse, pour que le traitement soit efficace. Ce qui fait qu'on a mis en place au cours des dernières années un système de suivi des rejets industriels pour s'assurer qu'on ne reçoive pas de coups ou de chocs toxiques pour tuer notre biomasse. Ça a des impacts parce que c'est arrivé dans le passé, plus fréquemment, beaucoup moins fréquemment depuis quelques années. Mais c'est arrivé qu'on a eu des chocs, sûrement des industries qui ont rejeté des contaminants au réseau dans des trop fortes concentrations, puis ça a tué notre biomasse, notre bactérie. Donc, ça a des impacts importants sur le bon fonctionnement de la station d'épuration. Avec la Ville de Vaudreuil-Dorion, elle assure l'application du règlement de la CMM sur l'assainissement des eaux. Les industries, les commerces susceptibles de rejeter des contaminants aux différents réseaux doivent soumettre des analyses sur une base régulière afin de s'assurer du respect des normes de rejet. Puis, depuis maintenant près de 3 ans, on a une ressource qui est dédiée au suivi et à la gestion de ce règlement. On a depuis adopté, on est en train d'adopter un règlement supplémentaire de la CMM là, pour se donner encore un peu plus de pouvoir dans l'application puis dans le contrôle là, des rejets industriels. Schéma d'écoulement de la station d'épuration. En fait, la station d'épuration, c'est en gros 7 étapes. La première étape, c'est le poste de pompage. C'est le poste qui reçoit les eaux de l'ensemble du territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Des territoires desservis par le réseau d'égouts sanitaires, là, bien sûr. Deuxième étape, c'est un dégrilleur. Un dégrilleur, c'est une grille, un peu comme on retrouvait pour l'usine de filtration, une grille qui retenait les algues et les poissons. Bien, ici, c'est une grille qui est plus fine, qui retient la matière qui n'est pas soluble, qui est vraiment solide dans l'eau. Donc, il y a un dégrillage. Ensuite, il y a une étape qu'on appelle dessableur. Il y a beaucoup dans un réseau d'égouts, ben, il y a beaucoup de sable qui peut se ramasser dans le réseau. Donc, surtout quand on a des conduites qui sont unitaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement un réseau sanitaire et un réseau pluvial. On a beaucoup de combinés ou de pseudo-combinés. Donc, on peut retrouver à ce moment-là beaucoup plus de sable dans notre eau. Donc, on a une étape qui s'appelle dessableur pour retirer le sable qui est présent ou une bonne partie du sable qui est présent dans l'eau. Ensuite, on a le traitement biologique comme tel. Le traitement biologique, ici, on a deux systèmes. On a un système qui est ce qu'on appelle le MBBR. C'est un système de traitement biologique qui fonctionne avec une biomasse. C'est des bassins dans lesquels il y a un média qui permet à la biomasse de se coller. Donc, étant donné que le bassin est rempli de ce média-là, ça nous permet, dans un volume dédié, de traiter beaucoup plus d'eau que s'il n'y aurait pas ce média-là. On parle d'un média, mais c'est un peu comme des honeycombs. Donc, les bactéries se collent sur les honeycombs pour traiter notre eau usée. Donc, ça, c'est la première chaîne de traitement biologique. La deuxième, c'est l'usine qui était existante, c'est le RBS. RBS, ce qu'on veut dire, c'est un réacteur biologique séquentiel. Donc, c'est 4 bassins qui fonctionnent en séquence. Donc, la première étape, c'est un remplissage. La cellule se remplit. Par la suite, il y a une période d'oxygénation. Donc, on ajoute de l'oxygène. Puis, pendant un certain temps.
cet oxygène-là est nécessaire pour nourrir les bactéries. Donc, parce que c'est un traitement biologique, la biomasse, elle se doit d'avoir de la nourriture, donc de l'eau usée pour se nourrir et de l'oxygène pour vivre. Donc, la deuxième étape, c'est la séquence d'oxygénation. Ensuite, il y a une période de décantation, c'est-à-dire qu'on arrête l'oxygénation, on arrête le brassage de tout ça. On laisse la boue se décanter dans le fond et ensuite, on soutire les boues dans le fond des bassins pour envoyer au système de traitement des boues. Et en surface des bassins, on retire l'eau qui a été traitée. Avec cette eau traitée-là et l'eau qui sort des MBBR est ensuite envoyée à l'étape 5, qui est la décantation. C'est à la décantation qu'on sépare le solide du liquide, en fait. On a 2 décanteurs de type Actiflow qui sont des équipements similaires à ce qu'on retrouve à l'usine de filtration. C'est une décantation lestée avec du sable. C'est pratiquement unique au Québec. On est une des seules municipalités qui utilisent une décantation Actiflow là, en eau usée. Mais ça fonctionne quand même assez bien. C'est exploité là, par notre équipe là, depuis la mise en route, en fait. Donc, à la sortie des Actiflow, ce qu'on voit ici en rouge, c'est toutes les boues qui sont retirées. Les boues sont retirées des Actiflow, mais également du RBS. Quand je disais qu'il y avait une décantation qui se faisait, les boues sont envoyées, les boues du RBS et les boues des Actiflow sont envoyées dans un bassin d'égalisation. On l'appelle le BEG, mais c'est le bassin d'égalisation des boues. Donc, ce bassin-là, on retrouve des boues qui sont à ce niveau-là, c'est des boues qui sont à 1% solides seulement. Donc, on parle de boue, mais c'est quand même relativement liquide. Ces boues-là sont envoyées dans un tambour rotatif qui est un peu l'équivalent, si on veut, d'une essoreuse à salade. Donc, tambour, une essoreuse à salade, mais pour laquelle on ne tourne pas trop rapidement. C'est un tambour rotatif, ce n'est pas une très grande vitesse. Donc, à la sortie des tambours rotatifs, on se trouve à avoir des boues à 5% solides à ce moment-là. Ensuite, après le tambour rotatif, les boues qui sont à 5% solides sont envoyées dans une centrifugeuse. Centrifugeuse, c'est peut-être plus là qu'on retrouve l'effet des soreuses à salade. Là. Ça tourne à une vitesse extrêmement élevée, puis ça essore dans le fond les boues. Ça renvoie l'eau en tête de traitement et ça produit des boues là, qui sont je vous dirais, entre 20 et 24% solides. Ensuite, c'est ces boues-là qui sont envoyées vers la valorisation agricole. Quelques photos de l'usine d'épuration. On a ici les dégrilleurs. On voit ici à droite là, les petits trous. L'eau passe à travers les petits trous, puis les grilles retiennent le solide. Quand même assez simple. Décanteur Actiflow, comme à l'usine de filtration, la seule différence, c'est qu'ici, les bassins sont couverts pour contrôler au maximum les odeurs. On voit ici l'eau qui s'écoule à la sortie des Actiflow. Cette eau-là, ensuite, est acheminée à la désinfection. Peut-être revenir à mon tableau ici. À la sortie, j'avais arrêté après les Actiflow. Après les Actiflow, ce qu'on a, c'est les UV. C'est la désinfection UV qui est assurée pour s'assurer qu'en période estivale, on réponde aux normes de rejet face aux bactéries. Après les ultraviolets, on a un mini-poste de pompage. Normalement, on n'a pas besoin de pomper. C'est-à-dire que l'eau s'en va de façon gravitaire jusqu'à la rivière, mais en période où le niveau du lac est trop élevé, bien, ça arrive qu'on se doit, nous, de monter le niveau d'eau ici pour combattre la hauteur d'eau qu'il y a dans le lac. Donc, c'est gravitaire, mais à certaines périodes de l'année, bien, il y a un aide qui est fait à ce niveau-là pour s'assurer qu'on puisse évacuer notre eau jusqu'à la rivière. Ici, c'est le RBS, c'est ce qu'on parlait, la partie de l'usine qui est existante. On retrouve ici l'intérieur d'une cellule du RBS. C'est tout le système d'aération qui assure l'oxygénation de l'eau pour le traitement, pour nourrir
donner l'oxygène à la biomasse pour s'assurer qu'elle a suffisamment d'oxygène pour faire son travail. Le bras qui est ici, c'est le bras de soutirage. Ici, plus haut, il y a un cylindre qui, lui, flotte au niveau. C'est un flotteur, dans le fond, il flotte à la surface de l'eau. Puis un peu plus bas, il y a des buses ici. Puis c'est d'ici qu'on soutire l'eau traitée. On ne soutire jamais l'eau à la surface carrément parce qu'il y a souvent des éléments qui sont des flottants. Donc, on ne veut pas envoyer ces flottants-là directement à la rivière. Donc, on soutire l'eau à un certain, environ 2-3 pieds en bas de la surface de l'eau pour s'assurer de seulement prendre l'eau qui est traitée et qui est de qualité suffisante pour être rejetée. Pompe à bout pour le système de traitement des boues, de déshydratation des boues. Ici, on a le tambour rotatif qui est la première étape là, qui nous permettait de passer de 1% à 5% solide. Ensuite, on a les centrifugeuses. Toujours deux, hein? Il y a encore l'élément de redondance qui est présent. On se doit, si on a des problèmes mécaniques ou de l'entretien à faire sur un équipement, on se doit toujours d'avoir un deuxième équipement en redondance qui va nous permettre de prendre la relève. Ici, c'est le transport des boues. On le voit à gauche, c'est les boues qui sont entre 20 et 24% solides, qui sont envoyées sur des terres agricoles qui servent carrément d'engrais. C'est du fumier humain. Puis c'est quand même fort apprécié parce qu'au Québec, on manque de fertilisants, donc les boues municipales ont une valeur quand même importante là, pour nos agriculteurs. Les bennes sont transportées par camion puis sont envoyées là, directement au champ. Finalement, un système de traitement d'odeur Biorem qui assure le traitement des odeurs de pratiquement l'ensemble de la station d'épuration. Il ne reste qu'à raccorder les RBS là, pour compléter là, les travaux, là, couvrir les RBS puis relier le RBS au système Biorem là, pour le traitement des odeurs. Ça met fin à la présentation. Si vous avez des questions, je suis ouvert. Merci beaucoup, M. Gendron. Merci pour cette conférence super enrichissante et cette immersion dans la station de filtration et les usines d'épuration. Alors oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou lever la main, vous pouvez les poser directement. Si vous avez des questions également, vous pouvez toujours transmettre ça plus tard au service d'environnement à la ville, puis ça va nous faire plaisir de répondre là, à vos questions. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir, quand vous parliez tout à l'heure de 415 litres d'eau par personne en moyenne, ouais. Ça inclut les entreprises, les commerces, tout ça. Comment vous calculez un commerce, ça équivaut à combien de personnes? Comment ça marche? Non, en fait ce qu'on prend, c'est la production totale de la municipalité. Okay? Puis on le divise par le nombre d'habitants. De citoyens, OK. Oui, le nombre de citoyens. Ouais, c'est pas une donnée précise sur la consommation. C'est une moyenne par personne pour l'ensemble de la municipalité, mais ça inclut les commerces, les industries. C'est une donnée qui est quand même suivie et qui est universelle. OK. Puis combien de bennes de boue vous sortez là, par année, mettons? C'est pratiquement une benne par jour. Ah oui? OK. Ouais, on sort environ 6 000 tonnes, puis chaque benne pèse environ entre 10 et 12 tonnes. OK. Ouais. Puis j'ai une dernière question. Est-ce qu'avant 1964, quand il y a eu l'usine de filtration, ouais. Avant ça, est-ce qu'il y a déjà eu une tour d'eau à Vaudreuil, comme il y en a une à Dorion, savez-vous? Je ne peux pas vous répondre. J'ai aucune idée. À l'époque, il ne faut pas oublier que Dorion était plus urbain. Hein? Dorion s'est développé le côté urbain. Le développement urbain s'est fait à Dorion avant Vaudreuil. Vaudreuil, c'était principalement
à part le vieux Vaudreuil, là, c'était principalement plus agricole. Donc, je ne suis pas certain qu'il y avait à ce moment-là des installations d'eau potable qui desservaient Vaudreuil, là. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tournez au chat, quelques questions. Est-ce que la Ville vend ses boues aux agriculteurs ou ses données? En fait, les boues on a un contrat de gestion et de disposition des boues. Donc, on paye des agronomes qui se chargent de trouver des terres pour recevoir nos boues. Actuellement, les boues ne sont pas vendus, les boues sont donnés. Et on paye, comme je disais tantôt, là, quand même des montants importants là, pour la disposition. En fait, ce qui coûte cher, c'est le transport des boues. Il y avait une question juste avant, si je ne me trompe pas, à quelle profondeur sont placés les capteurs d'eau de la baie de Vaudreuil? Les capteurs d'eau de la baie de Vaudreuil. Dans la baie de Vaudreuil, il y a très peu d'eau. Il y a quoi? En été, là, je pense qu'il y a 10-15 pieds d'eau maximum dans la baie de Vaudreuil, là. Donc, nos prises d'eau sont carrément dans le fond de la baie, sont déposées dans le fond, mais ça arrive en été lors des périodes où le niveau d'eau est plus bas, là, qu'il y a seulement quelques pieds, 3-4 pieds par-dessus nos prises d'eau, là. Puis, on peut pas, on a évalué, lorsqu'on a construit la deuxième prise d'eau, on a évalué la possibilité de mettre les prises d'eau un peu plus loin dans la rivière des Outaouais, mais il y a des enjeux de circulation, de voies maritimes, puis il y a des endroits où on ne pouvait pas aller. Puis, ça baisse, mais ça ne baisse pas de façon drastique. Donc, ça aurait été très coûteux d'amener les prises d'eau plus loin pour un gain qui était pratiquement nul. Puis effectivement, il y avait une question lors de la présentation. Est-ce qu'il y a eu des études dans les années dernières sur les nappes phréatiques de Vaudreuil et Rigaud pour confirmer si les réserves sont suffisantes, voire disponibles pour le futur? Oui. On a cette année, en 2021, on a foré 6 nouveaux puits sur nos terrains à Saint-Lazare, à bassin Saint-Lazare. On a creusé 6 puits pour remplacer les puits qui étaient existants. Comme je disais tantôt, on a 3 puits qui sont non fonctionnels actuellement. Donc, on a creusé 6 nouveaux puits pour remplacer les puits existants. Je me répète. Et on a creusé un puits additionnel qui va être dans le roc, qui est beaucoup plus profond, là. On parle d'un puits qui est à 350 pieds environ dans le roc, alors que les puits de surface, ça varie là, entre 30 et 60 pieds, là. Donc, c'est des puits qui prennent l'eau dans des nappes différentes. Et avant de donner ces mandats-là et ces contrats-là, il y a des études qui ont été faites par des hydrogéologues qui ont déterminé la capacité de recharge de la nappe. Donc, il faut s'assurer. Ce qui est important, c'est de s'assurer de ne jamais pomper au-delà des capacités de recharge. Donc, il y a une recharge qui se fait de façon naturelle avec la fonte des neiges, les pluies, tout ça, et l'écoulement de l'eau souterraine également. Donc, les hydrogéologues, eux, sont en mesure de déterminer quels sont les volumes d'eau qui peuvent être pompés et retirés des différentes nappes d'eau dans le secteur. Ce qui fait qu'on est rassuré pour le futur. On ne va pas surexploiter la ressource, on va s'assurer que la ressource soit respectée. C'est la raison pour laquelle on a creusé un nouveau puits. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas. Et sinon, pour votre information, à la ville de Vaudreuil-Dorion, donc on propose des subventions pour l'achat de barils d'eau de pluie, pour l'achat de toilettes à faible débit. Et vous pouvez même vous procurer à la ville des trousses de plomberie permettant d'économiser l'eau potable. Donc, je vous mets toutes ces informations dans le chat.
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut fermer la session. Merci beaucoup, Monsieur Gendron. Merci à tous d'avoir été présents. Donc, je vous informe aussi que la prochaine éco-découverte aura lieu le 5 avril prochain à 19 h en virtuel. Elle sera offerte par Nature Action Québec et aura pour thème adopter le vélo comme mode de déplacement. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire aussi si le sujet vous intéresse. Et merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci, bonsoir. Au revoir.